C'est à la fois honteux et officiel, mais PlayStation a décidé d'en finir avec les jeux en physique. À partir de janvier 2028, terminé les boîtes de jeux qu'on pouvait empiler dans notre bibliothèque, qu'on pouvait passer à un ami, qu'on pouvait revendre en occasion ou simplement léguer à ses enfants. Cette décision de Sony a un goût de défaite pour tous les joueurs du monde entier. Mais si je vous disais que ce n'était qu'une étape d'un mouvement plus large, un mouvement qu'on vous accusera d'ailleurs d'avoir plébiscité puisque 4 jeux sur 5 sont désormais achetés en digital sur PlayStation. Car ne nous voilons pas la face, les costumes cravates de la firme ont vu dans cette statistique un encouragement. Mais la réalité est qu'on nous a tendu un piège, sans nous demander notre consentement. Un piège bien rodé qui touche toutes les industries. Le jeu vidéo sur PlayStation n'est que la dernière bataille gagnée dans une guerre contre les consommateurs, contre les joueurs, contre les amateurs de films et de musique. Les soldats de l'armée adverse ont d'ailleurs une bannière, un étendard et un slogan. Vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. Dans cette vidéo, je vais disséquer ce qu'ils essaient de nous faire avaler à grande échelle. La fin du droit de propriété, tout simplement. Dans tous les domaines, vous verrez que cette philosophie, vous la retrouverez absolument partout. Mais on peut résister à condition de prendre individuellement et collectivement les bonnes décisions. Moi, c'est Yasware, je décrypte les sujets de vie privée, cyber et tech, et aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. N'hésitez pas à liker, partager et booster cette vidéo pour envoyer un message aux géants qui se moquent bien de nous. Et le premier scandale que j'aimerais aborder avec vous est celui de la transmission. Vous pensez posséder des jeux ou de la musique, n'est-ce pas ? Donc vous devriez pouvoir les transmettre à votre descendance, comme la collection de vinyles de votre père, comme les livres de votre grand-mère avec des notes dans les marges. Tous ces objets qui passent de main en main et qui racontent l'histoire d'une vie ou d'une famille. Eh bien, un utilisateur Steam a posé la question directement au support de la plateforme. Comment léguer mon compte par testament? La réponse, noir sur blanc de Steam, je la trouve stupéfiante mais logique, en tout cas pour eux. Les comptes et les jeux ne sont pas transférables, même par testament. Et chez Apple, pareil. Le jour de votre mort, votre bibliothèque numérique entière meurt avec vous. Des milliers d'euros de contenu accumulés sur toute une vie qui s'évapore. Et comprenez bien, ce n'est pas une limite technique. Transférer un compte, c'est 3 lignes de code, c'est une décision. Et tout cela est écrit dans ces fameuses conditions d'utilisation que personne ne lit. Votre grand-père possédait ces vinyles, vous ne faites que louer votre vie numérique et le bail s'arrête à votre mort. La Californie a même dû voter une loi en 2024 pour obliger les plateformes à avouer la vérité. Ils ont instauré une interdiction d'afficher le mot acheter, sans préciser qu'en réalité, vous n'achetez qu'une licence révocable. Un État américain a dû légiférer pour forcer les entreprises à admettre que le bouton acheter est un mensonge. C'est quand même fou. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que la solution pourrait venir du dernier pays qu'on aurait imaginé, et j'ai nommé la Chine. Oui, la Chine. Mais avant de vous raconter ça, un mot pour le sponsor de cette vidéo, Agent. Et en parlant des modèles d'abonnement qui transforment la façon dont nous accédons à certaines choses, mais de manière positive, car tous les modèles d'abonnement ne sont pas nécessairement mauvais, en voici un qui a changé ma façon d'aborder la production vidéo. On connaît tous le blocage. Vous avez un message à faire passer en vidéo, une présentation, une annonce, un petit tuto, mais il faut sortir la caméra, soigner la lumière, refaire 10 fois la prise parce que vous avez buté sur un mot. Et au final, souvent, vous laissez tomber. Avec Agent, ce problème disparaît. Agent, c'est une IA qui crée des vidéos à partir d'un simple texte. Vous écrivez votre script, vous choisissez un avatar et il le récite face caméra avec une voix naturelle, les bons gestes, les bonnes expressions. Bonjour, ce n'est pas la vraie Yasmine, mais mon avatar créé en quelques clics grâce à Agent. Le résultat est tout simplement incroyable. Pas de tournage, pas de montage, pas de matériel et vous pouvez même créer votre propre avatar. Vous vous filmez 15 secondes et l'outil génère un double numérique à votre image qui dira tout ce que vous voulez, sans que vous ayez à repasser devant la caméra. Et sur un sujet aussi sensible que l'identité, Agent prend les choses au sérieux. Pour créer un avatar à votre image, vous devez d'abord prouver que c'est bien vous, avec une vérification faciale qui confirme que la personne qui donne son accord est bien celle qui apparaît à l'écran. De quoi empêcher qu'on clone votre visage dans votre
entre dos et bloquer les tentatives d'usurpation. Pour un outil d'IA, croyez-moi, ça mérite d'être souligné. Ce que je trouve vraiment bluffant, c'est le multilingue. Vous tapez votre texte une seule fois et vous le déclinez dans plus de 100 langues avec une synchronisation des lèvres qui colle pour de vrai. De quoi toucher un public à l'autre bout du monde sans rien enregistrer. Là par exemple, vous me voyez parler en japonais, sauf que je vous confirme que je ne parle pas japonais. Que ce soit pour une chaîne, une formation, une vidéo pro ou un projet perso, le gain de temps est énorme et le rendu reste propre. Et le mieux, c'est que vous pouvez l'essayer gratuitement. Agent vous laisse créer quelques vidéos pour vous faire une vraie idée avant de vous décider. Le lien est en description. Allez-y, jetez un œil, montez votre première vidéo en quelques minutes et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Maintenant, on reprend. Car oui, pour cette enquête, je me suis penchée sur un procès qui devrait tous nous faire réfléchir et nous donner espoir. Même s'il s'agit d'une histoire tragique. Alors laissez-moi vous la raconter. Le 30 mai 2025, en Chine, un homme est mort de maladie. Il s'appelait Gu. C'était un joueur et pas juste un joueur occasionnel, car au fil des années, il avait créé et alimenté 87 comptes de jeux, tous enregistrés à son vrai nom comme l'exige la loi chinoise. Des personnages montés pendant des milliers d'heures, des objets rares, des souvenirs, toute une vie numérique construite soir après soir. Après sa mort, sa mère a fait une demande simple à la plateforme de jeu. Elle a demandé à transférer les comptes de son fils à son nom pour récupérer ce qu'il restait de lui en ligne. Une forme de témoignage, de trace de ce que son fils avait de plus précieux. La plateforme a refusé et a utilisé un argument que vous connaissez désormais si vous êtes sur Steam ou Apple, un argument commun à toutes les plateformes du monde. Désolé madame, mais nos conditions d'utilisation l'interdisent. Le compte appartient à l'opérateur, l'utilisateur n'a qu'un droit d'usage. Non transférable, sauf que la mère ne s'est pas arrêtée là. Elle a porté l'affaire devant un tribunal. Et le tribunal a rendu une décision qui devrait faire réfléchir le monde entier. Les juges se sont appuyés sur le code civil chinois qui protège explicitement les biens virtuels. Et ils ont tranché. Les comptes et les jeux, les personnages, les objets accumulés ont une valeur patrimoniale parce que le joueur y a investi du temps, des efforts et de l'argent. Ce droit d'usage fait donc partie de la succession et un contrat d'utilisation aussi bien caché soit-il derrière un bouton « J'accepte » ne peut pas primer sur le droit successoral. La plateforme a été condamnée à coopérer et à transférer les comptes du fils à sa mère sous 15 jours. Personne n'a fait appel. Je trouve l'ironie de cette histoire incroyable, car la Chine est souvent quand même caricaturée comme ne respectant pas les libertés individuelles et le droit de propriété. Or là, elle vient de dire à ses citoyens « Ce dans quoi vous avez investi vous appartient et vos proches en hériteront ». Pendant que chez nous, au pays de la propriété privée sacrée, Steam répond noir sur blanc que votre bibliothèque de jeux mourra avec vous. À titre personnel, je lance un appel à tous les juristes et avocats de la planète. N'y a-t-il pas un moyen de faire primer le droit de propriété qui a valeur constitutionnelle sur les clauses abusives de ces fameuses conditions d'utilisation? À mon avis, on va avoir pas mal de procès ces prochaines années sur ce sujet. Mais au-delà de la transmission, il y a la question du modèle économique. Qu'est-ce qui peut bien pousser une entreprise à se moquer de ses clients ouvertement, sans craindre les conséquences? Pour comprendre à quelle vitesse le monde bascule, il suffit de regarder ce qui vient de se passer chez Sony. L'histoire de PlayStation, c'est l'histoire d'une trahison en 3 temps. Revenons en 2013. Microsoft annonce que sa nouvelle Xbox devra se connecter régulièrement à Internet pour vérifier vos jeux. L'annonce est si désastreuse et le scandale si massif que Microsoft a reculé en quelques jours. Et vous vous souvenez de qui s'est moqué d'eux publiquement? Sony, avec une vidéo devenue virale, montrant comment partager un jeu PlayStation. Thanks. Un employé tend simplement le disque à son collègue. Voilà, c'est tout. Le monde entier a ri aux dépens de Xbox et Sony a gagné le cœur d'une génération de joueurs en se posant comme leur défenseur. Malheureusement, un peu comme Sauron qui se retire dans l'ombre après une défaite pour mieux revenir plus tard, la corruption est revenue là où on ne l'attendait pas. En pleine terre du milieu, chez Sony. Car oui, en avril 2026, des joueurs découvrent que depuis une mise à jour de mars, leur jeu vidéo sur le PlayStation Store affiche un compte à rebours de 30 jours. Des testeurs débranchent leur console, retirent la pile interne et confirment
Passé le délai, le jeu refuse de se lancer tant que la console ne s'est pas connectée à internet pour vérifier la licence. La panique dure une semaine, Sony laisse monter la colère puis finit par donner une explication. Selon eux, il s'agissait d'une vérification unique après l'achat qui se transforme ensuite en licence permanente. Moi je trouve que ça pue, le rétropédalage en panique. Bon, sauf que le principe, lui, est acté. Un jeu que vous avez payé ne se lance pas sans l'autorisation d'un serveur et les joueurs ont ressorti la vidéo de 2013. Sony, l'entreprise qui avait ridiculisé Microsoft pour exactement cette idée, l'appliquait 13 ans plus tard. Ils ont juste attendu que le monde oublie. Et puis le coup de grâce est venu au début de l'été. Le 1er juillet 2026, Sony annonce dans un simple billet de blog la fin de la production de jeux sur disque à partir de janvier 2028. Après cette date, plus aucun jeu PlayStation ne sortira en version physique. Les boîtes qu'on trouvera encore en magasin contiendront un code de téléchargement, un bout de papier. Énorme blague. Et ce n'est pas une menace en l'air. Selon la presse spécialisée, l'usine autrichienne qui presse les disques PlayStation est déjà en cours de reconversion. GTA 6, le jeu le plus attendu de la décennie, sortira sans disque. Et les analystes s'accordent. La PlayStation 6 n'aura probablement pas de lecteur de disque. Réfléchissez à ce que ça veut dire. Le disque, c'était la dernière preuve matérielle de votre achat. L'objet que vous pouviez prêter, revendre, léguer et surtout utilisé sans demander la permission à personne. À partir de 2028, sur PlayStation, cet objet n'existera plus. Il ne restera que des licences, révocables, vérifiables, supprimables. Et si vous voulez savoir ce qui arrive à un jeu quand il n'existe qu'en version connectée, demandez aux joueurs de Decro. En mars 2024, Ubisoft a coupé les serveurs de ce jeu de course acheté par des millions de personnes. Le jeu exigeait une connexion permanente, même pour jouer seul. Serveur éteint, jeu injouable pour tout le monde, pour toujours. Pas de remboursement, des joueurs ont lancé un mouvement Stop Killing Games. Leur pétition a dépassé le million de signatures et est remontée jusqu'au Parlement européen. L'enquête a révélé l'ampleur du problème. Sur plus de 1000 jeux étudiés, la majorité meurt définitivement le jour où l'éditeur débranche. Voilà le monde vers lequel PlayStation vient officiellement de basculer. Un monde où votre bibliothèque entière ne tient que par la bonne volonté d'un serveur. Et ce mouvement, il remonte à loin. Il faut qu'on fasse la généalogie du mal pour comprendre qu'il n'est pas attaché à une entreprise en particulier, mais bien à un modèle économique. Retournons en 2003. Apple lance iTunes Store. À l'époque, le principe est simple, presque honnête. Vous payez 99 centimes, vous téléchargez une chanson, elle est à vous. Le fichier est sur votre ordinateur, vous pouvez le graver sur un CD, le copier sur votre baladeur, le garder pour toujours. C'est encore de la propriété. Dématérialisée, mais de la propriété quand même. Puis 5 ans plus tard, un petit service suédois débarque, Spotify. Et Spotify fait le genre de proposition à laquelle on ne peut pas dire non. Pourquoi acheter des chansons une par une quand vous pouvez avoir toute la musique du monde pour le prix d'un album par mois? C'est imbattable, tout le monde signe. Et personne ne lit la ligne écrite en tout petit sous le contrat magique. Vous n'achetez plus de musique, plus jamais. Vous louez l'accès à un catalogue. Le jour où vous arrêtez de payer, il ne vous restera rien. Pas de fichiers, pas de chansons, vous voyez la différence? Votre grand-père achetait un vinyle, il le possédait à vie. Vos parents achetaient un CD, ils le possédaient à vie. Vous avez peut-être dépensé plus d'argent en musique qu'eux tous réunis et vous ne posséderez pas une seule chanson. Netflix a fait la même chose avec les films, le Game Pass avec les jeux, Kindle avec les livres. En 15 ans à peine, la propriété a été remplacée par l'accès. Aux États-Unis, la musique physique ne pèse plus qu'environ 10% du marché. Il n'y a eu ni annonce, ni débat, ni vote, juste des milliards de clics sur « j'accepte ». Vous allez me dire « et alors ? C'est pratique, c'est moins cher ». Tout le monde y gagne. Où est le problème? Eh bien, le problème, c'est que les entreprises ont vu les chiffres. Prenez Adobe, le créateur de Photoshop. Pendant des années, ils vendaient leur logiciel en boîte, une fois. En 2012, ils basculent tout en abonnement obligatoire. Résultat, leurs revenus explosent jusqu'à dépasser les 20 milliards de dollars par an. Et les études du secteur montrent qu'une partie de cette manne vient d'un phénomène précis. Les abonnés distraits, ceux qui paient chaque mois pour des services qu'ils n'utilisent plus. Un dirigeant d'Adobe a même comparé les frais de résiliation de sa propre entreprise à de l'héroïne, de la drogue. Voilà ce que vous êtes devenus pour ces entreprises, une dose mensuelle. Et quand un modèle rapporte autant, toutes les autres se posent la même question. Pourquoi pas nous?
Et si vous pensez que ça se limite aux biens culturels et aux logiciels, détrompez-vous. Car la logique de l'abonnement s'est échappée de vos écrans pour s'attaquer aux objets bien réels que vous pensiez posséder. En 2022, BMW annonce dans certains pays les sièges chauffants sur abonnement. 18 $ par mois, et comprenez bien la subtilité. Les sièges chauffants sont déjà dans la voiture. Le matériel est installé, vous l'avez payé en achetant le véhicule. Les résistances électriques sont là, sous vos fesses, prêtes à fonctionner. Mais entre vous et votre propre siège, BMW a placé un verrou logiciel. Et pour le déverrouiller, il faut payer tous les mois. Vous ne payez pas une fonctionnalité, vous payez un loyer pour utiliser ce qui vous appartient déjà. Le tollé a été tel que BMW a fini par reculer. Mais BMW n'était que l'éclaireur. Et puis il y a Tesla. Eux, c'est fort en café. Tesla a transformé la conduite autonome, l'argument de vente numéro 1 de ces voitures, en abonnement à 99 $ par mois en supprimant au passage l'option d'achat définitif qui existait avant. Vous ne pouvez même plus payer pour posséder votre voiture en entier. L'option a disparu. Et une fois les vannes ouvertes, plus rien n'arrête le mouvement. L'imprimante HP en location à 8 $ par mois qui, au bout de 2 ans, vous aura coûté plus cher que de l'acheter et dont les conditions précisent qu'elles ne vous appartiendront jamais. Des machines à coudre dont les points avancés sont bloqués derrière un abonnement. Des matelas connectés à 3000 $ dont les fonctions principales exigent un paiement mensuel. Et ma préférée, Juicero. La machine à jus à 700 $ connectée à Internet qui scannait chaque sachet de fruits pour vérifier en ligne que vous aviez bien le droit de la presser. Jusqu'au jour où des journalistes ont découvert qu'on pouvait presser les sachets à la main. Le jus était le même, la machine ne servait à rien. C'était un abonnement déguisé en presse agrumes. L'entreprise a fermé dans l'année. On pourrait en rire, sauf que pendant que les startups ridicules s'effondrent, eh bien les géants, eux, resserrent leur emprise. Et ils s'apprêtent à appliquer la même recette au domaine le plus stratégique de notre époque, l'intelligence artificielle. Parce que cette bataille de la propriété est en train de se rejouer à l'identique sur l'intelligence artificielle. Et cette fois, l'enjeu n'est plus votre bibliothèque, c'est votre outil de travail, votre infrastructure, votre autonomie, mais aussi l'autonomie de notre pays. Il y a aujourd'hui 2 modèles IA qui se battent et se complémentent à la fois. D'un côté, il y a les IA fermées, ChatGPT, Claude, Gemini. Vous ne possédez rien, vous payez un abonnement. Vous accédez à un modèle qui tourne sur les serveurs de quelqu'un d'autre. Le fournisseur peut changer le modèle du jour au lendemain, modifier ses règles, augmenter ses prix, dégrader les performances ou fermer le service. Vous avez construit votre entreprise sur un outil, très bien, mais cet outil est un robinet et quelqu'un d'autre tient la vanne. C'est Spotify appliqué à l'intelligence, la location parfaite. De l'autre côté, il y a les modèles à poids ouvert, ce qu'on appelle l'open weight. Kimika 3 de Moonshot AI, Llama de Meta, les modèles du français Mistral, DeepSeek, Qwen, le principe, les poids du modèle, c'est-à-dire le cœur de l'IA, le résultat de tout son entraînement sont téléchargeables. Vous pouvez les stocker sur votre machine, les faire tourner sur votre propre serveur sans connexion, sans abonnement, sans demander la permission. Les modifier, les adapter à votre métier, les affiner sur vos propres données, personne ne peut vous les retirer. Personne ne peut les dégrader à distance. Ils sont chez vous. Vous voyez le parallèle ? C'est exactement la même ligne de fracture que le vinyle contre Spotify, que le disque contre le tout numérique. D'un côté, l'accès, pratique mais révocable, de l'autre, la possession exigeante mais définitive. Et ce n'est pas un hasard si l'Europe, qui a raté le train du cloud, mise autant sur Mistral et sur les modèles ouverts. Quand on ne possède pas la technologie, on dépend de celui qui la loue. Les entreprises l'ont compris aussi, faire tourner un modèle ouvert sur sa propre infrastructure, c'est garder ses données sensibles chez soi et ses coûts sous contrôle au lieu d'envoyer les deux dans le compteur d'un fournisseur américain. La bataille de la propriété ne s'est pas arrêtée à vos MP3. Elle se joue maintenant sur l'outil qui va redéfinir le travail, la création et le savoir. Et la question est la même qu'en 2008. Allons-nous encore une fois tout louer par confort? Ou avons-nous appris quelque chose? Et cette bataille, elle a explosé au grand jour au travers du premier post sur X de Jensen Huang, le PDG de Nvidia, le 24 juillet. Il a publié une lettre ouverte. Pas une annonce, pas de produit, pas une célébration de résultats. Une déclaration de guerre à ceux qui font du lobbying contre les modèles d'IA ouverts. Dans le viseur,
Anthropic, qui promeut les modèles fermés, la lettre ouverte de Jensen a été signée par 25 entreprises dont Nvidia, Microsoft, Meta et IBM, qui exhortent Washington à ne pas restreindre les modèles ouverts. En 24 heures, le nombre de signataires a doublé, OpenAI et Google finissant par se rallier. Un seul grand absent, et son absence dit tout. Anthropic, le créateur de Claude qui milite depuis des années pour un encadrement sévère de l'open weight, au nom de la dangerosité de l'IA. Les modèles ouverts, c'est la possibilité de les faire tourner sur votre infrastructure si vous en possédez une assez puissante. Donc l'espoir de ne pas dépendre d'un abonnement. Mais ne soyons pas naïfs. Wang ne fait pas de la philanthropie. Privé du marché chinois par les restrictions d'exportation, Nvidia a un besoin vital que les modèles ouverts tournent partout sur des serveurs d'entreprise. Des machines locales, des centres de données de toute taille, parce que chaque déploiement décentralisé, c'est un acheteur de GPU supplémentaires. En défendant l'ouverture, le vendeur de pelles s'assure que la ruée vers l'or continue et qu'elle reste gourmande en pelles. Il n'empêche, intérêt bien compris ou pas, le combat est posé publiquement au plus haut niveau et il oppose très exactement les deux visions dont on parle depuis le début de cette vidéo. Celle où l'intelligence artificielle sera une propriété qu'on détient et celle où ce sera un service qu'on loue. Conclusion, il y a une phrase qui hante Internet depuis 10 ans. Vous l'avez forcément croisée. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Elle vient d'un essai publié en 2016 sur le site du Forum économique mondial. Un exercice de fiction, une spéculation sur la vie en 2030. Sauf qu'en réalité, il n'y a pas eu besoin de plan, pas de complot, pas de réunion secrète. Personne ne vous a rien pris de force. On vous a juste proposé un marché. Encore et encore. C'est moins cher, c'est plus pratique, c'est illimité, et vous avez cliqué sur « J'accepte ». Moi aussi, nous tous, des milliards de fois. La musique d'abord, puis les films, puis les logiciels, puis les jeux, puis les objets. Bientôt, l'intelligence. Chaque clic était minuscule, chaque clic était rationnel, et clic après clic, en 15 ans, la propriété a disparu de nos vies, sans qu'une seule loi soit votée. La prophétie ne s'est pas réalisée parce que quelqu'un l'a imposée, elle s'est réalisée parce qu'elle était rentable pour ces entreprises. Mais cette histoire n'est pas terminée parce que partout, quelque chose se réveille. Les ventes de vinyle ont dépassé le milliard de dollars. Une première depuis les années 80. Des joueurs ont porté leur combat jusqu'au Parlement européen. La Californie force les plateformes à avouer que leur bouton « Acheter » ment. Un tribunal chinois a fait plier une plateforme au nom d'une mère. Et des millions de développeurs font tourner des modèles d'IA sur leur propre machine, précisément pour ne plus jamais dépendre d'un robinet. Et puis il y a Justine. En 2009, Amazon a effacé à distance un livre, des liseuses Kindle, de milliers de clients, pour un problème de droit. Effacé. Un livre acheté, payé, disparu du jour au lendemain. Justine, un lycéen de 17 ans, avait pris ses notes de cours dans les marges de ce livre. Il n'a pas haussé les épaules, il a attaqué Amazon en justice. Et il a gagné. Amazon a payé, s'est excusé et a promis de ne plus jamais effacer un livre. Et vous savez quel était ce livre ? 1984 de George Orwell. Le roman sur l'effacement de l'histoire. Effacé. On ne pouvait pas mieux dire. Orwell a écrit que la liberté, c'est de pouvoir dire que 2 plus 2 font 4. Alors disons-le clairement, acheter, ça devrait vouloir dire posséder. Et tant qu'on est encore capable de le dire, tout n'est pas perdu. Si vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, c'est qu'elle a dû attirer votre attention. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager, et surtout à la booster. C'est cette nouvelle fonctionnalité de YouTube qui permet de donner de la visibilité aux jeunes chaînes YouTube. Cela nous soutiendra dans notre travail sur cette chaîne et permettra de réveiller le saint algorithme. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Moi, c'est Yasware. Je vous alerte sur les sujets de vie privée, cyber et tech. Maintenant que vous avez découvert la vérité sur le business numérique, vous vous demanderez peut-être ce qui se passerait si on coupait Internet. J'ai réalisé une vidéo à ce sujet que vous pourrez retrouver juste ici.